j'ai une expérience personnelle, très personnelle, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'acquisition du langage. Alors, j'ai passé beaucoup de temps avec les enfants. À l'époque, c'était très difficile d'entrer dans les écoles parce qu'il fallait l'autorisation de l'académie, après les directeurs de l'école, c'était très difficile. Alors, j'ai opté pour aller observer des enfants chez des amis qui m'ont confié cette confiance, qui m'ont donné cette confiance de pouvoir passer avec les enfants un certain temps. Je fais des babysitting à l'époque, des choses comme ça. Voilà. Alors, une chose qui m'a surpris et qui continue à me surprendre, c'est la précocité avec laquelle la langue orale, la musique de la langue orale est installée chez l'enfant. Car quand on passe une matinée avec un enfant ou des choses comme ça, bon, il y a des mots qui arrivent et je sais que les enfants, qu'est-ce qu'ils me regardaient quand je prononçais des choses de type « Est-ce que tu veux un jus d'orange ?» Alors, ils disaient « Orange ». Voilà. Il essayait de prononcer les mots, il n'arrivait pas à les prononcer, mais on voyait que la question dont il s'agissait était déjà là-dedans. Ça m'a beaucoup surpris et je n'arrivais pas. Alors, parfois, je faisais des petits tests. Alors, j'ai profité de cet handicap linguistique pour faire des petits tests pour voir comment les enfants réagissaient. Et par exemple, un jour, on était en train de regarder, il y avait des images, et alors il y avait un poisson. Alors, j'ai dit, est-ce que c'est un poisson? Alors, il m'a dit, mais non, ça, on le mange. Voici la différence poisson, poison, etc. Bon, alors, c'est incroyable de dire comment se fait-il qu'un enfant puisse me renvoyer ça, voir que j'essayais exprès de me dire ça se mange, c'est-à-dire on est déjà dans la culture de savoir, tout un savoir derrière ces petites choses-là. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on a parlé ce matin que la compréhension va au-delà de la production chez l'enfant. Un jour, j'ai vu un tout petit bébé dans un parc où la maman il devrait avoir 10 mois, pas plus. Et sa maman lui montrait des animaux. Il y a une petite chèvre qui est venue. Et la chèvre est arrivée, sa maman lui dit, regarde une petite caresse. Et l'enfant, il dit, mets sa main derrière. Il tourne son corps. Il lui a dit, regarde une petite caresse, mais ce que l'enfant a bien compris, c'était l'invitation pour faire une petite caresse. Mais on ne lui a pas dit, fais une petite caresse à la chèvre. C'est-à-dire, alors l'enfant, il y a tellement d'implicite, il est capable de comprendre des choses tellement compliquées, mais tellement compliquées. Et très vite, un jour, j'ai joué avec des enfants. Il y avait un enfant qui avait des bonbons dans la main. Et je lui dis, ah, tu as des bonbons, tu me donnes un? Il me dit, tu m'en donnes un. Bon, alors j'avais passé des années à essayer de comprendre comment est-ce que fonctionne I et AN linguistiquement. Et cet enfant me les renvoie comme ça, immédiatement, à 4 ans, pas plus. Voilà. Alors je me suis rendu compte que ce qu'on appelle la langue, c'est quelque chose qui s'installe très tôt. Je ne sais pas comment ça s'installe. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser, effectivement, à essayer de déceler ces mystères. Bon, et en même temps, c'est l'expérience de voir que les enfants se rendaient compte que moi, je parlais très mal le français. Et parfois, j'ai eu des enfants qui jouaient avec ma fille, qui avait 2 ans, et un garçon à peu près de 4 ans qui était là. Il me dit, pourquoi tu parles comme ça? Ta fille parle comme ça. Bon, voilà, ils sont bien ceci, que j'avais quelque chose par rapport à la langue orale, par rapport à la musique de la langue, qui était un petit peu à côté de la plaque. Et j'ai profité de cet handicap linguistique pour essayer de tester pas mal de choses, voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé immédiatement à faire des petits jeux comme ça, et voir comment les enfants réalisaient, et on commençait à nommer des choses, et j'ai fait semblant de ne pas savoir comment on les nommait. Il y a un jour, par exemple, on était dans ce jeu-là, et on disait fauteuil, ah, fauteuil, table. Alors je suis allé et j'ai touché les pieds de la table. Il y a un enfant très tôt, à peu près de 3 ans et demi, il m'a dit non, ça c'est un pied, la table c'est ça, c'est les plateaux. Bon, et comme ça, je découvre que les enfants sont très tôt une subtilité mentale par rapport à ce qui est la langue. Un autre exemple, en jouant comme ça, un jour il dit, bon, je faisais semblant de faire des petites fautes, et on va s'asseoir. Bon, ils écoutaient pour voir si ce qu'ils disaient était bon ou pas, parce qu'ils sont devenus experts dans la correction.
Alors, je dis, bon, je vais m'asseoir sur une chaise. Bien, comme ça. Je vais m'asseoir sur le fauteuil. Mais non, c'est pas possible. Bon, effectivement, en français, s'asseoir sur une chaise et s'asseoir dans un fauteuil. Hein? Et s'asseoir sur le fauteuil, c'est quelque chose qui commence à chatouiller le cerveau des enfants. Et après, effectivement, des choses tellement complexes comme marcher dans la rue, oui, mais on ne peut pas dire marcher dans les boulevards. Il faut dire sur les boulevards. Bon. Alors je me suis rendu compte que les enfants étaient capables de comprendre ça, que ces choses qui vous échappent à vous-même. Hein, vous êtes étonné de dire, ah, c'est vrai, on dit s'asseoir sur la chaise, mais pas sur le fauteuil, on marchait dans la rue, mais pas marcher dans les boulevards, etc. etc. Alors c'est ça, il y a ce moment-là, il y avait un mouvement linguistique extrêmement fort, et j'étais responsable des cours de langage à l'université. Et alors, il y a un mouvement linguistique qui a changé complètement la linguistique. C'est-à-dire qu'on est passé d'analyser des structures linguistiques, tous les structuralismes, comme on disait à l'époque, passer plutôt à essayer de comprendre ce que Chomsky a appelé la compétence linguistique. C'est-à-dire les savoirs que tout être humain a pour donner un jugement et dire ce que vous venez de dire appartient à la langue ou pas. Et depuis, on s'intéresse à ces savoirs-là. Mais qu'est-ce que c'est ce savoir-là? Et si on faisait des travaux là-dessus, on est extrêmement surpris parce que c'est un savoir qui nous a obligés à cette époque-là, moi j'étais responsable du département linguistique, et nous avions appelé notre département de linguistique. Et après, il y a toute une série de disciplines qui sont commencées à naître, il y a la sociolinguistique, la psycholinguistique, la neurolinguistique, ouais, la liste est longue. Pour dire le langage, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas le traiter à partir d'un seul point de vue. Alors j'étais obligé de changer, pas toute seule, mais faire une réunion pour dire, à partir de maintenant, notre département ne s'appellera pas département linguistique, mais on va l'appeler sciences du langage. Au début, sciences du langage, mais au pluriel, des sciences du langage, voilà. Parce que le langage, ce n'est pas quelque chose que je ne laisse pas capter avec une petite hypothèse ou un petit réseau théorique. Il s'échappe tout le temps. Et la preuve, c'est qu'on dit, ah, tas de choses, et on se rend compte que finalement, au bout de 2 ou 3 ans, ça ne marche pas parce que l'hypothèse était trop pauvre. Finalement, celui qui a les secrets du langage, je dis, c'est un bébé. Et c'est pour cela, parce qu'il est capable d'apprendre la langue maternelle sans lui donner des cours. Voilà. On lui apprend à lire et écrire, mais pas à parler. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces problèmes de la voix à partir de ce moment-là. Mais là, je raconte une expérience personnelle vécue avec les enfants. Maintenant, je passe à une expérience un peu plus théorique, si on peut dire les choses comme ça. Et on se rend compte que les langues que vous parliez aujourd'hui, vous avez une voix à travers de cette langue-là. Mais en fait, ça vient de très longtemps, ça vient des siècles. Et en fait, dans votre voix, il y a une quantité de voix silencieuses qui sont là et qui constituent l'histoire des langues orales. Je vais vous raconter maintenant un conte. Le conte, c'est que ça fait très longtemps, mais vraiment très longtemps, 2 siècles avant Jésus-Christ, ou 3 siècles, parce qu'on n'arrive pas à fixer la date, il y avait un monsieur qui s'appelait Panini, dans une région très lointaine de l'Inde. Et dans cette région, il y avait beaucoup de chants chantaient. Et Panini s'est rendu compte qu'il y avait des chants qui étaient d'une beauté incroyable et qu'il fallait voir comment on pouvait les conserver pour les transmettre aux générations suivantes. Et qu'il y avait des gens qui chantaient beaucoup mieux que d'autres, ils voulaient conserver une certaine beauté du chant. Alors il a commencé à essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait conserver ces chants. Il a commencé à créer un espèce de système d'écriture, noter qu'est-ce qu'on peut noter ici, qu'est-ce qu'on dit là, la mélodie. C'est comme ça qu'il a commencé à découvrir ce qu'on appelle les mots, oui, des choses comme ça, des petites notes musicales. Et voilà que ce monsieur, alors, il a fait un travail tellement immense pour essayer de transmettre un chant qui était dans ces langues-là. Et après, les linguistes
sont venus. Et il y a la même époque, à la même époque, il y a aussi en Grèce quelqu'un qui a créé la première grammaire pour la langue grecque. Les 2 siècles avant Jésus-Christ. Alors la première grammaire de la langue grecque s'appelait Ars Grammatica. Et les latins l'ont pris Ars Grammatica exactement. Mais en même temps, les Grecs à l'époque ont fait ces grammaires-là. C'était pour conserver une certaine beauté de la langue, parce qu'il y avait une langue belle, la langue de l'épopée, telle chose, et ils étaient très sensibles à ce qui l'a maltraité, comme quand on parle. C'est pour ça que l'expression barbare a été créée par les Grecs pour définir les personnes qui parlaient mal la langue grecque. Voilà, barbare, ça vient de là. Et voilà, c'est pour vous raconter cette histoire, c'est que après, les gens ont commencé à regarder, ils ont regardé la grammaire de Panini, la grammaire de grec, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait beaucoup de mots qui se ressemblaient. Que si on prend les mots, je ne sais pas, les mots père, pour être dans la parentalité, les mots père en sanskrit, c'était la langue de l'époque, la langue en Inde. Là, on disait pitre. Mais en regardant après, les Grecs disaient pater. Et les latins, pater, alors il y avait l'accent qui se promenait. Mais il y avait une structure qui restait. Il y avait, si vous me permettez, il y avait les P, pitre, P, T, R, si vous me permettez. Et les voyelles changeaient, etc. Alors on a commencé à regarder comment est-ce que ça, il y avait quelque chose qui restait et à travers le temps. Et finalement, après, on s'est rendu compte que si on vient au mot père en français, il y a les P et les R qui étaient contenus dans ce point d'origine. Et on a commencé à comparer les langues. Je fais ça parce qu'un linguiste doit faire une analyse de la langue qu'on appelle la synchronie, et d'étudier la langue, le chant de la langue au moment où elle est, là où nous sommes, et en même temps l'histoire de la langue à travers le temps, et ça a donné ce qu'on appelle la linguistique historique. C'est ennuyé la différence. Parce qu'il faut regarder là, venir ici, quelle est la voyelle, etc., qu'est-ce qui s'est conservé. Mais mine de rien, c'est comme ça qu'on a pu classer toutes les langues du monde. Pas toutes, mais presque actuellement. Et qu'on a créé ce qu'on appelle les familles de langues. Que chaque langue, finalement, s'est construite. La musique d'une langue s'est construite sur une autre musique. Il a reçu quelque chose et chaque langue l'a retravaillé pour devenir ce qu'elle est. Et on peut, comme ça, aller à partir des siècles et dire « Ah, cette langue vient de telle autre langue, etc. » Et on se rend compte que les langues sont des êtres vivants qui ne se laissent pas anéantir à travers le temps. Ça prend des siècles pour qu'il donne un petit bébé. Mais voilà, le latin a donné quand même pas mal de bébés. Il a donné le français, vous êtes des bébés du latin. Mais avec une mémoire des indo-européens, des sanskrit. Et dans chaque fois que vous parlez, à la fois, il a la musique de la langue latine, et la musique de la langue latine à la musique de la langue grecque, etc., etc. Ça veut dire, c'est ça ce que je voulais dire dans votre voix, dans ma voix. Il y a tellement de voix qui viennent depuis des siècles. Et que nous avons oublié ça, et que c'est une manière de créer une continuité qui constitue une espèce d'immortalité. Et ces choses-là me parlent beaucoup. Je pense que dans nos rêves, il y a beaucoup de voix très silencieuses sur l'antenne qui viennent nous dire des choses. Et je pense que tout être humain est un porte-parole. Il porte dans sa voix la voix de ceux qui lui ont donné la possibilité d'avoir accès à la musique de la langue orale. Et voilà, je ne sais pas si vous suivez ce que je vais vous raconter là. C'est quelque chose qui est très mystérieux et très difficile à expliquer scientifiquement. Mais c'est un fait pour moi. Et ça me parle beaucoup. Alors j'ai commencé comme ça. Et après, en observant qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'acquisition du langage. Bon, le langage est tellement enraciné en nous, du point de vue neurologique, du point de vue psychique et du point de vue culturel, que ça nous dépasse complètement. Ça nous dépasse. Mais alors, on a parlé depuis ce matin
qu'il faut faire attention aux capacités de l'enfant, du bébé, et voir comment peut-on l'alimenter pour qu'il puisse avoir un déploiement normal de ses possibilités physiques. Et voilà. Et la langue, c'est une des capacités naturelles du bébé. Il y a l'espace neurologique qu'on connaît depuis Broca, que quand cette partie-là s'est blessée, l'hémisphère gauche, on crée la souffrance de la aphasie de Broca, comme on l'appelle. L'aphasie de Broca, c'est cette souffrance d'une personne qui parlait très bien à un moment donné, et à cause de cet accident terrible, tout d'un coup, il sait ce qu'il voulait dire, mais il ne peut pas le dire. C'est terrible, ça. Il sait ce qu'il veut dire. Et c'est là on se rend compte qu'en fait, en plus d'avoir des représentations conceptuelles, il y a une représentation procédurale, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour produire un mot. Et l'aphasie de Broca détruit ça. Et après, on a découvert, que vous connaissez très bien, l'aphasie de Wernicke, c'est que la personne peut parler très bien, mais ce qu'il dit n'a ni queue ni tête. Et alors, voilà, tous ces jours-là, je commençais à m'intéresser, mais comment ils font des enfants pour émerger en tant qu'être du langage, de langue orale. Bon, je peux dire certaines choses que j'ai déjà dit, que je répète souvent, mais je le dis parce que ce matin, Marie on a fait, tout le monde, même cette surprise que lorsque l'enfant commence à utiliser la troisième personne, il devient quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire celui qui n'est pas là, et ça donne... On a beaucoup parlé ce matin de la représentation de l'absence. Alors je me suis posé la question sur la représentation de l'absence, parce que ça apparaît dans la question du langage d'une manière nette, avec des conséquences incroyables. Alors la première chose que je me suis rendu compte, c'est que quand on essaie de reconstruire les opérations internes d'un bébé, je me suis mis à reconstruire, et ça devient comme un bouquet de fleurs. Voilà. Des opérations qui s'accumulent. Et en plus, chaque opération se déploie, sans pouvoir, une fois que ça commence, ça finit jamais. Et je pense que une manière de parler de la musique et de la langue orale, c'est ça, c'est-à-dire la langue, c'est un processus extrêmement complexe qu'une fois qu'il commence à se déployer, il ne se fermera jamais. Et je pense que vous n'avez pas encore fini d'apprendre la langue française, qu'on travaille cette langue, et cette langue se laisse travailler tout le temps, et les écrivains, les poètes, ils viennent là, ils la travaillent. C'est une chose extraordinaire. J'associe ça à la vie psychique. C'est un peu bizarre ce que je vous raconte là. Bon. J'associe ça à la vie psychique, c'est qu'une fois que l'enfant entre dans une activité de construire du sens, et une fois qu'il a commencé à construire du sens en distinguant les voix, on a parlé ce matin que les voix dans un sens ou dans l'autre, qu'on distingue la voix de la mère par rapport à la des pères, etc. Mais oui, c'est vrai, tout ça est très tôt, et même avant de naître, comme on a dit ce matin. Mais ce qui est intéressant, c'est que distinguer une voix d'une autre voix, ça donne un acte de pensée, et ça reste pour toute la vie. Alors on commence à entrer dans un mouvement très étrange, que c'est ce qu'on appelle la pensée. C'est impossible de définir la pensée, hein? Mais elle existe, et nous savons qu'elle existe parce que nous pensons. Voilà. Et bien sûr que Descartes nous a dit « je pense, donc je suis ». Et il a associé déjà la pensée à une activité mentale, symbolique de se poser comme existant. Quand je parle de la vie psychique, je dis que je pourrais ajouter un adjectif à la phrase de Descartes. Je pense, donc je suis vivant. Voilà. Et voilà, toutes ces choses-là qui paraissent parfois un peu romantiques, en fait, il faut voir comment ils s'installent à l'intérieur du bébé. Ce matin, on a parlé qu'on écrit à partir de ce qu'il y a dedans. Bon, alors, l'opération fondamentale, c'est au moment où le bébé est capable de penser que la personne avec laquelle elle a créé des liens continue à exister même si on ne la voit pas. C'est une opération très complexe. Et on ne peut pas se mettre à la place du bébé. Si le bébé ne la fait pas, il ne peut pas se développer. Et alors je me suis intéressé de voir comment est-ce qu'on construit cette opération-là, parce qu'on l'énonce tous, mais j'essayais d'aller grignoter un petit peu comme ça, pour voir comment elle se construit. Alors, parfois on fait des hypothèses qui sont hasardeuses, mais comme je ne vais pas les mettre en pratique directement avec les enfants,
Je peux me le permettre parce que ça me permet parfois de donner un petit peu de lumière à quelque chose qui est extrêmement difficile à appréhender. Je me suis rendu compte que ce qu'on appelle la faculté du langage fonctionne dès le début de la vie, bien avant l'apparition des premiers mots. Mais comment fonctionne-t-elle? Elle fonctionne par une opération que, en tant que linguiste, on peut la reconstruire en analysant une langue orale. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons? Ce que vous avez fait à l'école, et je le répète, je m'excuse si quelqu'un a déjà entendu ce que je veux dire, c'est que si on a des consonnes et des voyelles, ça donne des syllabes. Si on a des syllabes qu'on met ensemble, ça donne des mots. Si on a des mots que ça donne, si on a des mots qu'on met ensemble, ça donne des phrases. Et si on met ensemble les phrases, ça donne ce que je suis en train de faire en ce moment-là, construire un discours. Bon, alors, derrière toutes ces banalités-là, il me semble que c'est cache une opération extrêmement complexe qui consiste à mettre en relation des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. C'est l'opération qui est discrètement présente chaque fois que nous parlons, chaque fois que vous parlez. Et là, la pensée et le langage, ils sont complètement liés. On ne peut pas les séparer. Et c'est une opération qui va avoir des conséquences à l'infini. Mettre en chose, rassembler des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. J'écrivais à un enfant, quand il est en train de jouer, il met un cube sur un cube, il vous dit, regarde mon château. Voilà. C'est une opération extrêmement complexe, mais l'enfant, il va l'utiliser. Pourquoi? Cette opération-là va être présente discrètement pour essayer de donner une synthèse à tout ce que l'enfant a vécu en relation avec l'adulte qui l'accompagne. C'est-à-dire que l'adulte qui l'accompagne lui donne de la nourriture, bon, ça lui produit des effets. Lui donne de la présence, ça produit des effets très agréables, le bébé est content. Ça lui donne de la voix, qu'est-ce qu'il est content quand on lui parle, quand on le caresse, bon, la liste est assez longue. Mais alors, si ça restait complètement séparé, ça ne serait pas très intéressant. Mais le bébé a la capacité, grâce à la faculté de langage, de rassembler tout cela pour les lier à la même personne. Et c'est comme ça que l'être humain construit la représentation symbolique de l'autre. Et une fois qu'il entre dans ce processus-là, cet autre reste ouvert pour toute la vie. C'est une dialectique permanente. On a parlé tellement qu'il faut parler à l'enfant, qu'il faut, etc. Mais qu'il faut que chaque fois, il faut parler différemment selon les personnes. Oui, mais c'est une question qui est liée à ce problème de cet autre qui est là et qui, cet autre, pour moi, crée l'espace de la psyché. On contient quelque chose à l'intérieur. Parce que, encore une fois, parfois, ce n'est pas le lieu, mais parfois, il y a beaucoup de travaux sur les problèmes de l'espace psychique, de savoir s'il y a un espace, et ces choses comme ça. Freud a cette phrase tellement célèbre quand il a dit que la psyché était étendue et qu'elle l'ignorait. Bon. Et après, il y a toutes les discussions de Mélanie Klein de l'objet interne, etc. L'objet interne qu'il soit protecteur. Winnicott aussi, quand il nous parle d'objet transitionnel, il dit il n'est pas ni à l'intérieur ni à l'extérieur, il est à la frontière. Bon. Ancieux qui nous a légué cette conception très métaphorique et poétique des enveloppes psychiques. Mais il y a une question qui pour moi est fondamentale pour comprendre ce qui se passe dans la boîte intérieure, c'est comment on crée l'espace psychique. Et voilà que la représentation symbolique de l'autre, c'est ça. Et à ce moment-là, le bébé crée l'autre, il va pleurer pour l'appeler. Mais en créant l'autre, il se pose aussi en tant qu'assistant, je répète ça. Il crée l'autre, il fait exister, et en même temps, lorsque la mère lui répond « Ah, je suis là », alors il reconnaît ça. Il le reconnaît en tant qu'assistant. Alors je résume ça en disant, pour moi, l'opération fondamentale du langage est là. Le langage, on peut le synthétiser, mais c'est dangereux de dire ces choses-là parce que je ne laisse jamais contenu dans une seule hypothèse. Le langage est un processus psychique de reconnaissance réciproque de sujet à sujet. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui a été dit ce matin, pour moi, ça prend beaucoup de sens. Qu'il faut parler à l'enfant, qu'il faut parler avec l'enfant, qu'il faut l'écouter, qu'il faut reconnaître sa pensée, etc. C'est ça, c'est reconnaître. Et c'est pour cela que finalement, les êtres humains, on parle à un bébé, même s'il ne comprend pas quand tu as. Hein, je sais pas. Mais le fait de lui parler, c'est de dire tu es un être qui est là.
et un jour, tu vas faire comme moi, tu vas parler. Et voilà. Bon, et alors, voilà, une fois qu'on a cette chose-là dans l'esprit, la langue orale est possible. Et tout ce qui se passe plus tard, qu'il y a des pronoms pour poser l'autre, pour se poser soi-même. Même s'il n'y a pas de pronoms, alors en japonais, il n'y a pas de pronoms, mais il y a les particules honorifiques. Et selon la particule que j'utilise, je dis vous êtes très haut, vous êtes égal, un petit peu moins, etc. Tout un jeu d'intersubjectivité extrêmement complexe. Poser l'autre, se poser soi-même et jouer à moduler, parce qu'on ne peut pas adopter un système universel de dire chaque fois que je parle, je pose l'autre de la même manière. Quel travail dingue de l'intersubjectivité langagière, qu'il faut la moduler tout le temps. Et la moduler tout le temps, non seulement avec celle qu'on voit pour la première fois, mais avec celle avec laquelle on habite tout le temps. Parce que sinon, on devient parfois... Et c'est vrai que parfois, les langages s'appauvrissent dans des cas comme ça. Voilà, alors, il faut alimenter ces compétences-là. Et l'unique manière d'alimenter, c'est de donner la langue dans toute sa complexité. Et c'est là où on dit, bon, il y a la langue de la vie quotidienne, etc. Et nous appelons la langue du récit, c'est-à-dire une langue dont la musique est différente de la musique de la langue de la vie quotidienne. Quand je parle, comme je suis en train de faire ici, parfois, on commence une phrase, on l'arrête, on passe à une autre chose. La langue, c'est comme ça la langue de la vie quotidienne, la langue de la vie, de la musique de la vie quotidienne. Mais dès qu'on arrive dans un récit, les phrases sont extrêmement bien construites. Un conte, c'est vraiment un oral écrit. C'est là où l'enfant va commencer à recevoir les premières informations de ce qu'il va trouver dans ce qu'on appelle la langue écrite. C'est une musique particulière. Elle est belle, c'est vrai. Et chaque langue a sa musique. Et en français, par exemple, il y a les passés simples qu'effectivement, on ne peut pas l'utiliser dans la langue de la vie quotidienne. Parce que si on se met à parler passé simple dans un bar, ils vont dire vous êtes foufou, ou bien vous n'avez rien compris la langue française. C'est interdit d'utiliser les passés simples dans la langue quotidienne. Mais dès qu'on ouvre un compte, un livre d'enfant, les passés simples arrivent immédiatement. Et imaginez-vous s'il fallait attendre l'école pour lui expliquer ce qui est les passés simples. Alors ça devient un peu difficile. Il les découvre d'une manière naturelle, à condition de lui donner cette musique qui est propre à la langue française. Il y a une beauté dans les passés simples, c'est une précision absolue. Hein? Et si vous les changez par un passé composé, vous cassez tout. Et les enfants sont tellement doués pour capter cette musique-là. Et quand ils ont entendu des histoires au passé simple, des choses comme ça, en quantité, tout d'un coup, quand ils racontent des histoires, ils utilisent les passés simples, en étant parfois piégés par la irrégularité des verbes. Les lapins partent. Voilà. Et tout ça, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Il n'y a pas une pédagogie pour ça. Ça se transmet parce que l'être humain a la capacité d'extraire par la mise en scène. On a parlé beaucoup ce matin de mise en scène. Par la mise en scène. Une mise en scène, l'être humain est capable d'extraire de cette mise en scène quelque chose qui est tellement abstrait et difficile, mais il est capable d'extraire de ces mises en scène. Alors là, la langue orale se transmet comme ça de génération en génération, par des mises en scène, et plus vous donnez des mises en scène, plus on est en train d'alimenter la faculté du langage, et la faculté du langage ne se laisse jamais satisfaire complètement, nous serons toujours un petit peu affamés du langage. Et voilà que c'est comme ça. Et bien sûr que quand on lit à haute voix, la lecture à haute voix, un biblique à haute voix, on est en train d'alimenter. Pour moi, la lecture à haute voix déploie la langue orale, l'enrichit, lui donne cette capacité extraordinaire de voyager avec liberté. Hein? Parce que la langue de la vie quotidienne, elle est pleine d'ordres. Ah, ne bouge pas, fais ça, ne fais pas ça, mange ta soupe, etc. Tandis que la langue du conte, du récit, ce n'est pas une langue pour obéir, c'est une langue pour écouter. Et en écoutant, on va voir le plaisir des tests oraux, on va déployer cette langue qui ne se laisse jamais déployer complètement. Et en même temps, je reçois quelque chose avec toute liberté. Je peux penser vraiment
avec toute liberté. C'est là où le mot de libre se confond avec toutes les possibilités qu'il peut permettre. Libre, du latin libertas, libertatis, qui veut liberté. La lecture apparaît comme un moment de liberté absolue. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à écouter, mais on ne peut pas lui empêcher non plus. Vous comprenez? Et c'est alimenter la capacité naturelle d'écoute. Voilà, faire écouter. À la naissance, un bébé ne parle pas, mais il écoute. Il faut. C'est par l'écoute que les humains commencent à construire des embryons de signification. Et c'est pour ça que dans toutes les langues, on fait la différence entre entendre et écouter. On n'entend pas l'eau qui tombe dans le robinet, mais dès qu'on peut comprendre quelque chose, on n'écoute pas l'eau qui tombe dans le robinet, mais dès qu'on veut comprendre quelque chose, on se met en position d'écoute, parce qu'il y a un sujet vivant qui construit du sens. Et en fait, cette vie psychique, c'est que chaque fois qu'on est en train de penser, on est en train de mettre en mouvement la vie psychique, et quand on est en train de parler, on est en train de construire quelque chose en même temps qu'on parle. Voilà. Et celui qui écoute reconstruit cette activité mentale que la personne qui est en train de parler la met en scène à travers les mots. Alors c'est pour cela que le livre devient quelque chose d'extrêmement important dans la lecture à haute voix. Parce que le bébé va découvrir très vite que l'adulte qui lit comme ça, en fait, il y a quelque chose de la voix qui est là. On est en train de prêter sa voix pour lire un texte. Mais ce n'est pas négligeable déjà que les bébés comprennent que l'adulte est en train d'utiliser sa voix pour donner une musique à quelque chose qui est dans ces livres-là. Bon. C'est déjà une expérience assez incroyable, parce qu'il a déjà une expérience extrêmement ancienne avec la voix. Mais en même temps, il commence à comprendre des choses, parce que comme dans toute langue, il y a des mots qui sont extrêmement fréquents. Alors, elle apparaît immédiatement dans les textes, là. Et alors, il y a une musique des mots qui s'installe chez l'enfant avant qu'il soit capable de les prononcer, mais qu'elle est là, et c'est pour ça qu'elle comprend plus que ce qu'il ne peut pas produire, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, le bébé va commencer à faire dialoguer son lexique mental, musical, avec ce qu'il entend à travers de la voix du lecteur, et commence à donner des sens aux histoires, parce qu'il y a déjà beaucoup de musique qui fait partie de lui-même. Et c'est comme ça que les livres commencent à faire partie de la psyché. C'est quelque chose qui est à l'extérieur, mais en fait, dialogue avec quelque chose qui est à l'intérieur. C'est des expériences extrêmement simples, mais avec des conséquences incroyables. Et c'est comme ça que les enfants commencent à découvrir ce qui est impossible d'expliquer scientifiquement, que dans un texte, il y a du sens, il y a la pensée. Et à ce moment-là, la curiosité des enfants, elle est extraordinaire, vous le connaissez tous. Ils commencent à demander qu'on lui lise qu'est-ce qu'il dit dans les étiquettes, comme disait Emilia Ferreira et tout ça. Qu'est-ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il dit là. Il devient fatigant. Il y a des parents qui disent, maintenant, il est fatigant, il faut le traduire tout, etc. Il a découvert la fonction de l'écriture. Immédiatement, il y a une quantité de choses qui commencent à se transmettre d'une manière naturelle avec la lecture individuelle à haute voix. C'est que l'enfant va découvrir tout cela et en même temps, il découvre, je dirais, l'espace culturel des livres, qu'un livre, c'est en haut, bas, etc. Il y a les schémas corporels qui se mettent en miroir avec le livre, par là, etc. Et il va découvrir aussi une nouvelle temporalité. Il y a le temps de la langue orale. Mais tiens, il y a le temps de la langue écrite, de telle manière qu'un mot comme hier ou ce matin n'a pas le même sens quand elle est lue que quand on est parlé. La semaine dernière. C'est-à-dire qu'il y a le temps du récit qui s'est construit à l'intérieur du récit lui-même, c'est un autre temps. Et après, pour mieux les différencier, on va dire, il était une fois, et choses comme ça. Il y a une quantité de temps qui se met en mouvement. Et on ne se rend pas compte que pour apprendre à lire et à écrire, il faut créer de nouvelles modalités du temps. Mais le temps est tellement difficile à définir que ça nous passe à côté. Bon, le temps passe. Alors voilà. Voilà que toute la lecture à haute voix donne toute une série de préambules pour que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se passe dans les bonnes conditions. Voilà. Si on ne fait pas ça, bon, l'expérience c'est laquelle? C'est qu'il y a des enfants qui apprennent ça avec une rapidité intéressante, rapide. C'est ceux qui ont beaucoup de livres à la maison. Et il y en a qui souffrent, ils arrivent, mais ils souffrent. Et il y en a qui sont humiliés très vite avec les livres parce qu'ils savent c'est long.
Et après, c'est ces enfants-là qui quittent l'école sans savoir lire et écrire. Un problème qui existe dans tous les ministères d'éducation du monde. Mais quand même, je veux dire que il y a quelque chose d'incroyable qui se passe en même temps. Pour créer du sens, il faut que l'être humain puisse moduler, mettre en dialogue trois types de temps. Il y a des temps de la langue, le présent, passé, tout ce que vous voulez. Il y a la mémoire. La mémoire. Quand je dis ce matin ou avant de venir ici, j'étais un peu angoissé parce que bon, on était en retard. Bon. C'est une manière de dire oh, il y a un moment donné où j'étais angoissé, maintenant je suis moins angoissé. Mais alors il y a le temps de la j'étais, c'est le temps de l'imparfait, comme vous savez, et les moments. Alors il faut combiner le temps de la langue, le moment où on parle, ce que je suis en train de vous raconter là, et la mémoire du sujet, parce qu'il faut que je me souvienne que j'étais angoissé. Alors, si en mettant en dialogue trois temps différents, que l'être humain crée du sens à la langue orale. Bon. Alors, il y a un petit livre ici. Je n'ai pas le temps de vous dire. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est ce petit livre-là qui est là, parce qu'on parle de livre de l'enfant. C'est Dinosaure, que vous connaissez tellement bien. Hein? Et moi, quand je parle de la musique et la langue, je trouve qu'il y a déjà cette itération. Dinosaure. Imaginez s'il disait dinosaure, ou le dinosaure. On casse tout. Mais là, les écrivains sont assez doués parce que dinosaure, on entre déjà dans un mouvement musical. Voilà. Et immédiatement, on va commencer à parler de ce qu'on a parlé ce matin, l'absence. Il était une fois. Bon, il y a longtemps, oui. Il y a longtemps, vivaient les dinosaures. Bon, alors, c'est longtemps par rapport au moment où on parle, on dit, c'est une manière de dire. Il s'agit d'un temps différent du moment quand tu parles. Il faut lui apprendre, il faut lui donner la possibilité de découvrir. Et après, vivez, la langue vient à confirmer ça, c'est que vivez, c'est une manière de dire la chose dont on parle n'est plus là. C'est pas par hasard si on utilise des dinosaures, non? Voilà, parce que, voilà. Bon, et après, ça continue à dire des choses assez. Les dinosaures avec des cornes, des dinosaures avec des pointes, des dinosaures avec des massues au bout de la queue. Et bon, je passe, vous connaissez les livres, des dinosaures avec des grosses têtes dures, des dinosaures avec de longues griffes, les dinosaures avec des dents pointues, des dinosaures avec long, hein, c'est l'itération de la long, parce que si on dit c'est complètement long, ça, on casse tout, avec des dinosaures avec long cou et longue queue, voilà. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, et après, on dit des gros dinosaures et des petits dinosaures. On met des enfants là-dedans, hein, les gros et les parents et les petits. Hein. On raconte une histoire et on les met dedans. Et qu'est-ce qu'on fait quand on les met dedans? Ils disent des dinosaures furieux. Ah, ça parle beaucoup aux enfants. Ah, furieux, ça. On est là vraiment en train de parler à l'enfant, comme on disait ce matin. Hein. Et après, on dit des dinosaures peureux. Qu'est-ce qu'on a parlé? La peur, etc. Oui, ça, les enfants savent de quoi il s'agit. Hein. Et tout ça. Et après, on dit des dinosaures affamés. Bon, alors, des dinosaures très fatigués. Bon, et voilà qu'est-ce qu'on a fait dans ces livres-là. Dans ces livres-là, on a utilisé un temps qui est le temps différent du moment où on parle. Comme on dit, le temps du récit. On a immédiatement commencé à dire il y a quelque chose qui n'est pas là, mais on va le reconstruire avec l'esprit. Et on reconstruit qu'il a des griffes, des dents pointues, etc. On va commencer à la liste de tout ce qui est un dinosaure. C'est une manière de dire un mot, c'est une boîte musicale qui contient une quantité de propriétés. Et on commence à énumérer toutes les propriétés et on a la langue, la cognition, la pensée qui est là-dedans. Et voilà, c'est que dans tout mot, il y a une quantité de choses, si c'est vrai, les mots, comme la musique et la langue, contiennent la mémoire de ceux qui les ont utilisés. Et à ce moment-là, on voit que l'enfant reçoit une espèce de presque de leçon extrêmement agréable du point de vue cognitif de ce qui est le
monde, etc. Mais très vite, on commence à parler aussi de l'enfant. Il met l'enfant, il y a les grands et les petits. Et les petits, qu'est-ce qu'ils sont, hein? Ils sont furieux, ils sont tristes, ils sont affamés, etc. Voilà comment est-ce qu'on parle bien aux enfants. Que nous sommes très doués pour parler des enfants, mais nous sommes très analphabètes pour parler aux enfants. C'est quelque chose qui revient depuis ce matin. Les bons livres, c'est des livres qui parlent à l'enfant et pas celui qui parle de l'enfant. Et parler à l'enfant, c'est lui donner la possibilité de découvrir le monde extérieur, le monde social et le monde qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Ces trois mondes se construisent en même temps. Et dans ces livres-là, si on se met à regarder, ils sont tous trois représentés. Et voilà, je m'arrête là parce que je pense que finalement, ce que je voulais vous dire, quand nous parlons une langue, dans notre voix, il y a une voix qui se perd avec l'origine de l'humanité. Et les langues continuent. Et dans cette voix vivante, la langue vivante génère d'autres langues, crée d'autres langues. Et chaque fois que vous parlez cette langue, discrètement, ces voix-là se greffent. Quand vous dites cheval, il y a derrière ce mot-là, cheval, il y a le mot cavalus. Et les chiens se transforment, je l'ai déjà dit par voix, se transforment dans un chien, et après ça donne une règle qui dit chevalus, canus, ça donne chien, etc. On dit que la langue latine est morte, c'est pas vrai. Chaque fois qu'elle est silencieusement présente. Voilà, voilà. Mais il y a une autre chose alors là. La musique de la langue qui se promène à travers des siècles, et la dernière, maintenant je m'arrête, c'est qu'une langue, c'est un ensemble de notes musicales partagées socialement. Et dans le lexique, il y a des propriétés que nous construisons au fur et à mesure que nous passons notre existence et le monde. Mais dans ces sonorités-là, il y a un ensemble d'opérations linguistiques qui sont universelles et que dans toute langue, on peut déterminer ce qui est l'espace, le temps, se poser, de poser l'autre, les lieux, etc. Et chaque langue va l'organiser à sa manière. Mais que quand on pousse dans la liste très loin, qu'est-ce qu'on va découvrir? Il y a un ensemble d'opérations qui constituent l'humanisation. Et que c'est pour ça qu'on peut traduire d'une langue à l'autre. Et aucune langue est impossible d'apprendre. Et voilà, je vous dis ces choses-là parce qu'en tant que linguiste, ça me touche. Et je voudrais les partager avec vous. Merci. Merci.